Quatrième et dernier sujet ce soir, dans Tout le monde a un avis, la féminisation du Conseil constitutionnel. Mercredi soir, les présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat ont procédé à la nomination de 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel, comme c'est clairement dit dans leur fonction. À la surprise générale, ils ont nommé 3 femmes pour siéger au Conseil des sages. C'est une première. Avant, elles étaient 2, maintenant elles sont 3. Est-ce qu'on tend vers une féminisation du Conseil constitutionnel? Qu'en ont pensé les réseaux sociaux? Amaury Baudard. Encore une fois, les réactions sont mitigées. On commence par l'approbation de Flo Amazon. Bravo, enfin la reconnaissance de la valeur égale des femmes et de leur place dans la société française. Pour Aude Arendt, ça s'appelle la discrimination positive. On se posera toujours la question de savoir si leur nomination provient de leur mérite ou de leur sexe. Bien plus piquant encore pour Sharon, seule la parité sauve ce gouvernement de sa médiocrité. Pour Gourgordine, ce n'est pas assez, je cite, pas encore la parité, mais bon, on avance. Encore un siècle et c'est plié. Et vous, qu'en pensez-vous? On en parle tout de suite. Alors le conseil... Patrice Lavaux. Oui, la féminisation. Bon, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Nous, ça fait partie de notre programme au Parti de gauche, au Front de gauche, de dire parité partout. Maintenant, faut aussi voir le Conseil constitutionnel à quoi ça sert. Et donc là, par contre, nous, on a autre chose à proposer, c'est-à-dire qu'on est effectivement pour une 6e République. Et dans cette 6e République, il faudrait revoir un peu comment les différentes institutions et les différents conseils, assemblées qui existent fonctionnent. Donc là, nous, on appelle à une assemblée constituante et que ce soit l'assemblée constituante et donc le peuple qui choisissent comment ces organismes fonctionnent. Parce que le Conseil constitutionnel reste quand même quelque part un organisme qui reste avec des idées qui pour nous ne vont pas vont pas assez loin, c'est-à-dire que on a bien vu les positions et comment le Conseil constitutionnel a tranché sur certaines choses et ça bloque un certain nombre de choses qu'il faudrait pouvoir mettre en place. Quand vous dites que le Conseil constitutionnel bloque, vous parlez en l'occurrence des 75% d'impôts prévus par François Hollande que le Conseil constitutionnel avait bloqué. Exact, sauf que je pense que là la position du président de la République était fait exprès pour que ça bloque au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que je pense que le gouvernement actuel ne veut pas la mettre en place, cette fameuse loi. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a un conseil qui fixe comme ça, la manière dont était proposée la loi, ça allait être toqué par le Conseil constitutionnel. Donc ça donne bonne conscience au gouvernement, au président et au Premier ministre de dire, vous voyez, on a essayé, on n'a pas pu. Si, ils auraient pu faire autrement. Mais c'est la facilité de dire le Conseil constitutionnel a tranché, maintenant je suis désolé, et on attend soi-disant une nouvelle loi, un nouveau projet doit être proposé, mais malheureusement je pense qu'on ne verra rien du tout. Yann Elimas, une réaction? Oui, alors bon, on ne peut que se réjouir naturellement de la féminisation de nos institutions. Il reste que 3 femmes sur 9 membres, c'est un tiers, on est encore loin d'un équilibre naturel homme-femme. Si on compare avec l'Assemblée nationale, où siègent 155 femmes sur 577 députés, c'est de l'ordre de 27%. Donc il y a encore de nombreux progrès à réaliser pour que les femmes puissent prendre toute leur place au sein des lieux de pouvoir. Il y a bien sûr tous les dispositifs qui tentent d'organiser, voire d'imposer la parité. Et s'ils n'existaient pas, je crains que les avancées n'auraient pas pu être faites. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder la situation des entreprises. Quelques chiffres pour prendre toute l'ampleur de la situation. La France, en 2012, est au 60e rang dans la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Elle est derrière le Pakistan et les Émirats arabes unis. Elle est au 18e rang européen, avec à peine 15% de femmes au sein des entreprises du CAC 40. Et Anne Lauvergeon, qui était la seule femme patronne d'une multinationale française et unique patronne d'une entreprise du CAC 40, a été remerciée en juin 2011. Donc on voit bien que il y a encore de nombreux combats à mener pour pouvoir féminiser les lieux de pouvoir. Et selon vous, est-ce qu'on assiste à une démocratisation justement du pouvoir de la femme ou pas du tout? Est-ce que c'est juste ils ont nommé ces 3 femmes parce que ils jugeaient que c'était les meilleures personnes. Ils ont nommé ces 3 femmes sous la pression des associations féministes qui, quelques jours avant les nominations, ont fait valoir dans la presse l'idée que ce serait bien qu'il y ait des femmes nommées à ces postes.
Juste par rapport à la féminisation, est-ce que vous savez comment sur le Val d'Oise, la droite a fait en sorte qu'il n'y ait pas de femmes au Sénat? Expliquez-moi, allez-y, expliquez aux auditeurs. Ils étaient quasiment, enfin voilà, on savait à peu près suivant les élections qu'il allait y avoir 2 sénateurs élus. Il y a 5 sénateurs sur le Val d'Oise, hein, donc 2 sénateurs de droite qui seraient élus. Et ben comme par hasard, il y a eu 2 listes de droite. C'est-à-dire, il y a eu 2 listes de droite, une liste portée par Monsieur Portelli, une liste portée par Monsieur Delattre, avec à chaque fois 2 têtes de liste hommes et 2 seconds femmes. Et chacun a eu un élu. Et ben, ce sont les 2 hommes. Ce sont 2 hommes. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi? Parce que je pense que pour certains, il n'était pas question qu'il y ait une femme. Les 2 voulaient y être. Ils ont trouvé la solution pour y être tous les 2. Et il n'y a pas de femme au Sénat élue sur la liste de droite. Et selon vous, c'est quelque chose qui est globalement de droite ou c'est partout que ça se passe pareil? Je pense qu'il y a des progrès à faire partout. Alors, vraiment partout. Maintenant, nous au parti de gauche, c'est simple, c'est la parité partout. C'est-à-dire que dans tous les postes des instances du parti, à chaque fois, c'est parité. À chaque fois, c'est un homme, une femme. C'est pas toujours facile. Mais ça n'empêche que si c'est pas imposé aussi par la loi, on n'avancera pas. Parce que effectivement, et pour beaucoup de camarades femmes, on s'aperçoit que très souvent, il y a des camarades femmes qui, dans les instances politiques, et je pense que c'est dans tous les partis pareil, hein, qui sont prêtes à s'investir, puis qui finalement, quand il y a d'un seul coup 2 hommes qui se battent pour un poste, allez, on va les laisser, voilà, on n'insiste pas. Alors que si la parité est obligatoire, et là, dans la réforme des collectivités locales, hein, vous savez qu'on va, au niveau du conseil général, il y aura justement moins de conseillers généraux qui vont être élus, mais 2 à chaque fois, un homme, une femme. Ça sera obligatoire dans la loi qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est sans doute une avancée pour le faire, parce qu'il faut forcer, il faut imposer pour qu'effectivement cette parité se fasse. Parce que l'homme masculin, hein, parce que voilà, il y a l'homme général, l'homme masculin a trop tendance à vouloir à chaque fois prendre le pouvoir. Yann Elimas, vous êtes d'accord avec ça? Je dirais qu'il faut se méfier des effets d'annonce, parce que effectivement la promesse de campagne de François Hollande était d'arriver à une parité. Et s'il est vrai que dans le gouvernement Ayrault, on a un équilibre de 17 femmes sur 34, donc c'est un taux de 50%, ça ne retire pas le fait qu'un seul ministère régalien d'État est confié à une femme, ministre garde des Sceaux, Madame Taubira. Donc voilà, il y a ce qu'on présente en politiquement correct, et puis après il y a les réalités des portefeuilles centraux et qui restent encore. En voilà une en tout cas qui a gagné ses galons avec le combat qu'elle a mené pour le mariage pour tous. Oui, on peut dire que si on compare et si on se rappelle l'épisode de Simone Veil achevant sa réforme de l'IVG en larmes, il y a eu de l'Assemblée, même avec des attaques dures, un respect, une certaine forme de dignité à l'égard de Madame Taubira, qui démontre une évolution de notre société en la matière. Bah écoutez, merci à tous les 2 d'être venus débattre ce soir. Je réitère mon coup de gueule. Voilà, message aux élus. Quand on vous invite, s'il vous plaît, que vous veniez ou que vous ne veniez pas, s'il vous plaît, répondez. C'est la moindre des choses que de répondre aux personnes qui vous ont élus, tout simplement. Voilà, je dirais aux auditeurs qu'ils peuvent compter sur les représentants du mouvement démocrate. Et du parti de gauche également. Je le rappelle quand même, monsieur Lavaux est venu. Merci à tous les 2. Le débat continue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, page IDFM Soir, sur Twitter, @IDFM Soir, ou alors tout simplement sur le site internet de la radio www.idfm98.fr. N'hésitez pas à nous proposer vos sujets de débat pour l'émission de la semaine prochaine. Dans quelques minutes, votre programme de la nuit sur IDFM. Notre ami va venir s'installer en studio. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 22h pour une nouvelle émission d'IDFM Soir. Passez une très bonne nuit. Bonne soirée. Vous écoutez IDFM